Salut les bichons, c'est Laurent Jacquet pour LJVS, j'espère que vous allez bien. Pour commencer tout de suite cette petite vidéo, eh bien on va vous parler un petit peu brièvement du coup de ce local qu'on a terminé en off du coup parce qu'on était pas mal pris par les délais et puis tiens on était en pleine période de fête, c'était assez intense on va dire, donc allez-y suivez-moi. Donc voilà, là on a terminé un petit peu l'extérieur du bâtiment, alors on a mis la fenêtre, on a mis une petite poignée, une petite serrure, bon rien d'extraordinaire. Ici on a sorti une grosse grille de ventilation. Donc là, pareil, on a pris ça chez Foussier au Rapido. C'est de la balle livrée en 48 heures sur mesure. Et puis, c'est surtout des grilles gros débit. Tu vois, ça a rien à voir avec les petites grilles de ventilation normales. Et là, pour ça, il faut vraiment quelque chose qui envoie parce qu'il y a un tuyau de 160 au cul. Tu verras derrière. Donc voilà, fallait quelque chose d'adapté. On a quand même mis ici une petite grille de ventilation aussi pour faire un apport d'air parce que vu que la machine absorbe beaucoup d'air pour éliminer les fumées, eh bien, il faut forcément une entrée d'air. Et je vais même te dire, pour rien te cacher, elle absorbe tellement que l'entrée d'air est à peine suffisante. Il faudrait soit que j'en fasse une deuxième, soit généralement quand elle tourne, on laisse légèrement la porte entrouverte et ça fonctionne bien. Allez hop, suivez-moi. Donc déjà, la peinture de sol qu'on avait fait, bon ça va impeccable. Ensuite, la deuxième chose qu'on a fait en off, c'est l'électricité. Alors l'électricité, on a tout tiré de l'atelier parce qu'au moment de faire l'atelier, tu sais, je vous le dis toujours, il en faut mieux trop que pas assez. Et au moment de tirer l'atelier, on avait prévu le coup de faire 2-3 trucs. Donc on avait laissé des attentes, donc ça n'a pas été un souci. On a repris les attentes, on a fait suivre les fils sous les poutres de l'abri, on les a fait descendre bien propre. Et puis on est arrivé donc dans cette boîte et ensuite on a tout tiré en apparent. Alors j'ai même tiré Internet parce que comme ça j'ai déjà mis un vieil ordinateur que j'ai encore pas remis en route, mais bien sûr qui sera raccordé à Internet et tout. J'ai mis des prises un petit peu de partout, donc il y a une prise ici, une prise là-dessous, une prise pour le laser. Et puis j'ai mis de l'éclairage et en éclairage j'ai quand même choisi des pavés LED pour deux raisons. D'abord parce qu'on a un partenariat avec ByLED qui font des choses extraordinaires. Je te l'ai déjà dit, si toi ça t'intéresse, à quasiment tous les partenaires on a négocié des choses pour vous. Donc tu vas sur lesbichons.com rubrique partenaire et tu verras il y a tous les codes, tous les liens et tout. Et puis c'est vraiment une lumière que je trouve agréable. C'est les mêmes quasiment que j'ai dans l'atelier et je les ai mis en décalé parce que j'avais pas envie d'en mettre 4, ça faisait trop et je me dis tiens si je les centre peut-être que la lumière sera moins bien répartie. Voilà pour l'éclairage. On a mis aussi également un petit radiateur électrique. Vraiment tout ce qu'il y a de plus simple qui nous permet de tenir le local hors gel. C'est-à-dire que là, ici, quand on vient vraiment pour faire du make, mais c'est pas un endroit où on va passer 4 heures. On n'a pas besoin qu'il fasse 20 degrés, donc on le met, il doit être réglé à 6-7 degrés et ça va super bien. Comme ça consomme pas trop et ça nous maintient une mini température. En sachant que dans l'autre local à côté, c'est isolé et qu'ici c'est isolé et qu'en plus on est sous un abri entre des murs et que je suis presque sûr et certain que même si on mettait pas le petit radiateur, ça gèlerait pas. Ensuite ici, tu vois, on avait peint la dernière fois le mur parce qu'il nous restait un fond de peinture du studio et puis parce qu'on s'était dit tiens, ça fera un petit peu plus badass. Comme ça fait ressortir un petit peu. Et puis donc, on va parler de la machine rapidement. Donc c'est une machine qu'on a achetée, c'est une machine chinoise. Alors vous savez généralement ce que je pense de tout ça parce que j'ai toujours préféré faire fonctionner le commerce plus ou moins local, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'avais contacté Trotec qui font des machines d'exception, beaucoup plus qualitatives que ça, vraiment professionnelles, extraordinaires et tout, et qu'ils ont mis plus d'1 mois à me rappeler. Donc ça, c'était la première chose qui m'avait un petit peu dérangé. Alors je les remets pas en cause parce que ils sont peut-être débordés, ils ont peut-être plein d'autres demandes, ils m'ont peut-être pas pris au sérieux, peu importe. Ça, c'est la première chose. Donc peut-être qu'un jour, j'en sais rien, j'aurai peut-être une Trotec, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Et puis deuxième chose, la Trotec, elle était quand même beaucoup plus onéreuse et beaucoup plus professionnel. Si j'en avais eu moi un usage vraiment professionnel, par exemple, je sais pas, j'aurais été à mon compte avec un usage quotidien d'une machine qui tourne 6 heures par jour pour faire des trophées, tout un tas de choses pour les pros, tout ça, eh bien je pense que je serais parti sur un modèle plus haut de gamme, mais du coup en attendant, vu que ça reste quand même un usage familial, privé, pour faire des petits cadeaux, pour graver des petites conneries, eh bien il s'avère que pour l'instant elle nous a pas fait défaut et Dieu sait qu'elle a déjà tourné en 3 semaines, on lui en a déjà mis des heures mais de ouf. Donc c'est une machine chinoise, c'est une Vevor. Le problème de ce genre de machine, c'est que c'est commercialisé nulle part et si t'en veux, soit t'es obligé d'acheter ça sur eBay, soit t'es obligé d'acheter ça sur Amazon. Moi je l'ai pris sur Amazon, là encore c'est pas ce que je préfère
mais j'ai pas eu le choix. Je le dis, je le répète, j'ai été extrêmement bien conseillé par le copain Yann de Petit Copeau, qui en a une. Lui, il a une 80 watts et il m'a bien conseillé. Et puis aussi par son frère. Son frère, il travaille dans un Fab Lab et ils ont le même genre de machine et ils ont su vraiment bien me conseiller. Ils m'ont aidé au moment de l'installation et tout. Bon, l'installation, il y a rien d'extraordinaire, si ce n'est que c'est une machine chinoise entrée de gamme. Donc c'est la galère pour les logiciels, c'est la galère pour les notices, c'est la galère pour un peu tout. Ils te livrent un extracteur dans la boîte, il y a à peine de notices, enfin bon voilà quoi, t'en as pour ton blé, mais bon finalement on a quand même réussi à s'en sortir. Donc la machine elle est livrée avec une pompe à eau, puisqu'en fait le tube laser, là-dessous là il y a un gros tube laser, le tube laser en fait il est refroidi en permanence par l'eau. C'est une machine qui reste écologique, il n'y a pas de consommable, c'est-à-dire qu'à part de l'eau déminéralisée, tu peux t'en servir 8 heures par jour, il n'y a pas de consommable, il n'y a pas de cartouche, il n'y a rien à remplacer, voilà, il n'y a pas de pièces particulières à changer. C'est une machine qui est livrée aussi avec un petit compresseur, une pompe à air qui permet donc d'aspirer l'air dans le local et de venir le recracher au niveau de la buse de manière à souffler en permanence sur le point d'impact du laser pour pas qu'il y ait un départ de feu. Là je t'explique pas, tu mets ta main, ça te coupe les doigts. Et puis c'est une machine qui est livrée aussi donc avec ce système d'extraction. On a un gros ventilateur qui fait un bruit de malade et donc qui vient tout aspirer. La machine est complètement confinée, donc tu vois, on l'a fait fonctionner capot fermé, et donc elle vient aspirer toutes les fumées, tous les gaz et tout, et ça recrache ça dehors. Donc voilà, on a fixé ça comme ça, en sachant que ça c'est vraiment un point important à savoir, parce que vous ne pouvez pas installer cette machine sans extraction. C'est vraiment impossible, et surtout dès que vous faites de la découpe ou de la gravure un peu profonde, ça fume vraiment. C'est-à-dire que même si nous, elle avait été plus petite et on l'avait installée à l'intérieur de la maison ou dans l'atelier, il aura fallu que je refasse des carottages et que je sorte dans tous les cas dehors. Donc la machine, c'est une 100 watts CO2. Elle me permet de couper du bois, de faire de la découpe bois, je t'en parlerai juste après. La découpe acrylique. Alors attention, pareil avec les acryliques, il y a des acryliques bien spéciaux, hein, parce qu'il y en a d'autres, il faut surtout pas les couper, ça fait des gaz toxiques. Mais bon, ça je vous laisserai vous renseigner. Gravure sur verre, gravure sur tissu, gravure et découpe sur papier. Elle est capable de faire vraiment des trucs ultra précis. Il y en a même qui ont gravé genre des tranches de jambon, enfin tu vois, qui se sont amusés. Cuir, voilà, tout ce genre de choses. Par contre, elle fait pas du tout le métal. On peut arriver à graver de l'aluminium anodisé, gravé, pas découpé. Donc c'est-à-dire que c'est un aluminium avec un revêtement. On peut arriver à le graver parce qu'en fait la gravure va enlever l'anodisation et donc on va retrouver la couleur de l'alu dessous. Donc ça c'est plutôt intéressant. Par contre on peut pas du tout graver ou découper sur de l'inox, couper de l'acier, etc. Pour faire ça il faut des lasers fibres. Moi j'ai pris ce modèle aussi pour la taille de la table. On peut mettre une planche de 90 par 60. Et le gros avantage c'est que là la table elle monte et elle descend, et elle peut descendre d'au moins 40 cm. Donc c'est à dire que même si demain je fais une pièce haute comme ça, par exemple je veux graver un bout de poutre, je peux carrément la mettre, descendre la table et voilà. Donc là ici on a fait un petit guide comme tu peux voir. Ça c'est Yann de Petit Copeau qui me l'a conseillé, parce qu'en gros ça nous permet d'avoir une butée de référence. Donc comme ça en fait nous on a réglé notre laser de manière à ce que la butée, le point de référence soit en haut à gauche, soit là-bas. Ça fait qu'après à chaque fois qu'on veut graver quoi que ce soit, on met pas la pièce ni là ni là ni là. On sait que si on vient la caler là-bas, dans l'angle de la butée de référence, tout est parfait. En sachant que bien sûr la butée de référence, si on avait un besoin de faire quelque chose, j'en sais rien ici pour X raison, eh bien on pourrait la redécaler. Alors d'un point de vue de la découpe, on a fait beaucoup d'essais. Tu vois, voilà, on a fait des petits trucs dans du médium, dans plein de choses. C'est vraiment le point où elle galère le plus, c'est-à-dire que pour couper du contreplaqué de 3 à 6 mm, on va dire, en faisant plusieurs passages, ça va. Pour couper des petits médiums, ça va. Par contre, dès que tu as des découpes très précises, je parle par exemple, on a fait des essais avec des boules de Noël, on y est arrivé mais on a galéré. Dès que tu as un peu plus d'épaisseur, c'est là franchement sans méchanceté que tu vois que c'est un laser chinois. C'est-à-dire que ça fait le job, mais je pense que si à la place j'avais un Trotec, le machin, mais ce serait le jour et la nuit, et je peux te le dire parce que on a des amis qui ont un Trotec et qui galèrent 10 fois moins que nous à couper un truc. Mais c'est pareil, là ici on a une machine qui coûte dans les 2000 balles versus eux ils ont une machine à
14 000. Bon bah voilà, c'est comme tu prends une scie à 10 balles et puis une festool à 800 balles. Bon bah ça n'a rien à voir. Mais sinon ça fait le job et on y arrive. La gravure c'est absolument impeccable. Là par contre on a des résultats qui sont vraiment super bien. Donc la machine elle a un petit panneau de contrôle tout simple avec des systèmes qui permettent de monter et de descendre la machine. On a des entrées USB, tu vois, où on vient y mettre des clés USB parce que pour l'instant vu que l'ordi qu'il y a ici il est pas en route, on charge le programme au bureau et on vient le mettre ici. Dans un deuxième temps, normalement on pourra raccorder la machine directement avec un RJ45 et ça fonctionnera bien. En sachant que sous les conseils de Yann et de son frère, on n'a pas utilisé le logiciel qui était fourni avec parce qu'on l'a trouvé pareil pas qualitatif, machin, ça m'a pris la tête. Donc j'ai acheté un logiciel qui s'appelle Lightburn. Donc c'est vachement bien parce que lui par contre il est en français, il est facile d'utilisation, il y a plein de tutos. Moi j'avais pas envie de m'emmerder avec un truc à l'arrache, donc je voulais quelque chose quoi simple pour moi, pour la famille. Donc en gros nous on fait toutes nos préparations de projet, nos vectorisations et tout sur Adobe Illustrator puisque pour notre travail on a la suite Adobe. Et une fois qu'on a tout passé sur Adobe Illustrator, on y passe dans l'autre logiciel et dans l'autre logiciel et bien en gros tu te retrouves avec des lignes et tu lui dis bah tiens ça je veux que ce soit du remplissage, ça je veux que ce soit coupé, ça je veux que ce soit gravé, ça je veux que ce soit juste une ligne, voilà. Une fois que tu as fait ton programme, on le met dans la carte, on le fout là-dedans et on le met dans la machine. La première chose qu'on a fait et que je vous conseille tous, peu importe la taille de la machine, c'est ces petits tableaux avec ma femme et les enfants. Alors ça c'était assez long à faire. On s'est fait un programme en fait où on a marqué bah tiens voilà le remplissage et les lignes parce que c'est ce qu'on fait le plus. On a même fait tu vois des essais ici de découpe et donc en fait on a mis différentes vitesses, donc ça va de 400 à 50. Alors il y a toutes les vitesses intermédiaires, hein. Tu peux mettre 358, tu peux tout régler. On a mis toutes les vitesses et on a mis on a mis la moitié des puissances de 10 watts à 50 watts en sachant qu'il peut aller jusqu'à 100 watts. Donc là 100 watts on aurait creusé le bois de je sais pas de 6 mm quoi. En sachant qu'on a fait ça avec tous les bois, donc le CPO Koumé, médium, le contreplaqué chêne, le frêne massif, le hêtre, le mélèze, le chêne, le sapin. Pourquoi on a fait ça? Eh bien parce que ça nous fait des repères, ça nous évite quand par exemple moi je fabrique un rouleau ou une planche à découper en chêne, et ben plutôt que me faire chier à faire des essais, je vais voir par exemple sur mon panneau de chêne et je me dis bah tiens moi je veux un rendu de gravure à peu près comme ça, donc je sais qu'il faut que je mette ma vitesse à 100 et ma puissance à 20 et là du coup bah si je règle ça, eh bien je sais que bah j'aurai une gravure bah à peu près comme ça, voilà. Et puis si je veux plus foncé, plus creusé, bah je sais qu'il faut que je me mette à 100 ou à 50, un peu moins, tu vois, 350, 50, et ça du coup ça nous permet de nous donner des bases. Tu vois là par exemple si je me mets à 400 et à 10, eh bien ça me marque à peine le bois, donc ça me fait quelque chose de joli, de très subtil. Et puis après on a fait pareil pour les lignes. Et donc le fait de s'être fait chier à faire tout ça, parce que ça c'était plutôt chiant, bon déjà ça nous fait un petit côté décoratif, mais le fait de s'être fait chier à faire ça, eh bien maintenant ça nous fait gagner un temps de débile. Parce que bah, quand je sculpte un petit rouleau, par exemple, je tourne un petit rouleau pour offrir ou quoi que ce soit, ou par exemple quand j'ai fait la pelle à pizza que vous avez pu voir, qu'on n'a pas filmé mais que vous avez pu voir sur Instagram, si tu l'as pas vu, fonce sur Instagram LJVS YouTube. Je me suis pas pris la tête à faire 50 essais. J'ai mis ma pelle à pizza dans le truc, je l'ai calé, je me suis dit bon bah voilà, c'est du être, j'ai été dans mon programme, j'ai dit bon bah moi je veux tel rendu, puis pouf, j'ai mis ça et j'ai foutu ça dans le logiciel. Donc ça c'est vraiment quelque chose que je vous conseille tout de suite, c'est une des phases les plus chiantes, mais voilà. Alors cette machine elle est pas équipée d'un 3e axe, c'est-à-dire ou d'un 4e axe, c'est-à-dire que je pense qu'il existe des systèmes, mais j'en ai encore pas trouvé pour l'instant, j'en ai pas eu le besoin, comme de tours. Donc en gros ça fait un tour asservi, un 4e axe quoi, qui peut permettre par exemple de graver quelque chose sur une pièce ronde, sur une bouteille ou quoi que ce soit. Donc c'est-à-dire par exemple si j'ai une pièce ronde, je pourrais la mettre à l'envers, graver le fond, ça y a pas de souci. Je pourrais la mettre sur le côté et graver ici. Par contre, tu vois, je pourrais pas graver en arrondi comme ça. Pour graver en arrondi, il faudrait que cette pièce, elle soit posée sur un support asservi qui, tac, 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 tu vois, qui bouge comme ça, de manière à ce que, bah, qu'il suive mon laser, quoi, que le point d'impact soit toujours aligné au laser. Et donc, bah, ça, pour l'instant,
on n'en a pas. J'en ai pas forcément trouvé. Si vous en connaissez pour ce genre de machine, bah mettez-moi un lien. Peut-être qu'un jour on en prendra un. Et j'ai vu par contre que la machine, elle était équipée d'une prise pour ce genre de choses. En attendant, quand je grave mes rouleaux, parce que moi je les grave du coup que dans un truc, tu vois, je me suis fait une petite pièce que j'ai encore pas collée, que j'ai tout découpé avec le laser. Hein. Tu vois, ça c'est tout de la découpe laser. Tu peux te fabriquer des boîtes, tout ce que. Bon là je l'ai ni poncé ni rien. J'ai fait ça vite fait à l'arrache. Et donc tu vois, je viens la caler dans mon coin, dans mon angle de référence. Je pose mon rouleau dessus et comme ça, bah ça me le tient vu que c'est une pièce ronde et je viens graver. Voilà. Donc ça c'était parce que vous avez été nombreux à me demander de faire un petit point. Donc je viens de faire un petit point par rapport à ça. Là on a fait on s'est fait un petit bureau. Enfin bon, on va essayer de l'aménager petit à petit. Et puis maintenant ça va être une pièce pour ce genre de machine. C'est-à-dire que si un jour on rachète, je sais pas, un plotter de découpe, ben on pourra le mettre là. Si on achète une imprimante 3D, on pourra la mettre dans cette pièce. Bref, ça va être vraiment une pièce, notre petit Fab Lab perso de famille, complémentaire à la salle d'activité. Ce que je vous propose maintenant, c'est de terminer cette présentation en faisant un petit projet ensemble et puis en allant bon, de la construction, quelque chose de très rapide, jusqu'à la gravure. Allez, c'est parti! Alors maintenant qu'on vous a expliqué un petit peu ce local et ce laser, cette machine, j'avais envie de vous le montrer en fonctionnement. Ce que je vous propose, c'est qu'on réalise un petit cadre avec une jolie écriture dedans et qu'on fasse ça dans une caisse américaine. Alors une caisse américaine, c'est quoi? C'est comme un cadre à photo qui peut être utilisé pour encadrer une photo, encadrer un trophée, encadrer un tableau de peinture, encadrer tout ce que vous voulez. L'avantage, c'est que le cadre est décollé du support, donc c'est plutôt joli. Moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et il est décollé aussi un petit peu du fond, ce qui donne une impression de profondeur, de cadre flottant. Voilà, donc je vais vous montrer vite fait comment on fait. Juste très rapidement, moi je vais faire le cadre en mélèze. Je pense que je vais en faire deux, comme ça j'en aurai peut-être un d'avance. L'intérieur, eh ben, on mettra peut-être du contreplaqué chêne. Ça va pas mal, tu vois, j'en ai ici pour faire la gravure. Allez, c'est parti. Donc on va déjà commencer par faire le cadre. Alors là, moi je pars de planches brutes que je vais déligner, raboter, etc. On va faire ça très rapidement, tu vas voir, c'est quelque chose qui est très simple. Si toi t'as pas la possibilité d'avoir accès à ça, il faut surtout pas que t'hésites à te renseigner chez les vendeurs de matériaux ou dans les bricots. Ils vendent souvent des tasseaux. Donc ça c'est plutôt bien. Nous on bosse pas mal avec un gars qui s'appelle Sautrin Bois. C'est une boîte française qui fabrique des tasseaux, des moulures bois, tout ça. Et eux, bah par exemple, ils font des tasseaux de différentes largeurs, différentes hauteurs. Donc en gros, un tasseau, bah c'est des bouts de bois, des petites planches qui sont déjà toutes rabotées, déjà toutes parfaites et que t'as plus qu'à retravailler un minimum. Je te montre avec ce que j'ai, je te montre comme j'ai l'habitude de le faire, mais dans tous les cas, il y a toujours des solutions. Donc là les gars, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dégauchi. Donc dégauchi, ça veut dire que j'ai rendu une face complètement plate. Une fois que j'avais une face de référence, je l'ai mis contre la règle à 90 degrés et je l'ai repassé dans un sens ici. Et comme ça, bah là je me retrouve avec un angle à 90 degrés parfait. Maintenant on va raboter. On va s'occuper de l'autre planche, de l'autre face, maintenant qu'on a une face de référence. Et on va passer toutes les planches pour les mettre à l'épaisseur désirée. Ok les bichons, donc là à cette étape, c'est ce que j'ai essayé de vous expliquer tout à l'heure. Si vous avez déjà acheté des tasseaux tout prêts, bah vous vous retrouvez ici avec ce genre de choses. Alors des fois c'est vendu en longueur de 2 mètres, 2 mètres 50, vous les recoupez. Et donc bah voilà, ça c'est un tasseau, ni plus ni moins. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir tous les assembler. On est toujours en surcote, hein, on n'a toujours pas nos dimensions finales. On va venir tous les assembler en sachant que ça va être dessous et ça va être les côtés. Donc ça veut dire que tu vois, là j'ai un petit nœud et tout, c'est pas grave parce que ça va être dessous. Par contre j'essaye de me débrouiller pour que le tasseau qui soit sur les côtés bah, soit nickel propre, assez beau. Donc on va venir simplement, on a dit qu'on faisait quelque chose de tout simple, mais là on va simplement coller, clouer. Voilà, et on va faire ça avec tous nos morceaux.
Donc là c'est pareil pour coller, vous pouvez utiliser le biberon, là pour ça va super bien. Donc là le fait de ne pas le monter, de le laisser sur l'établi, bah, ça me permet d'être sûr qu'il soit bien plaqué dans toutes les positions. J'ai chargé de la finette de 40. Et voilà, donc nickel. Donc on va tous les faire comme ça. À ce moment-là, on en est ici. Donc vous vous retrouvez avec des cornières. Et donc il va falloir maintenant couper le cadre aux bonnes dimensions. Donc moi j'ai pris toutes mes dimensions. Toi tu fais le cadre que tu veux. Alors là, il y a deux écoles si tu as déjà le cadre. Tu vois, je pense que je vais faire un truc pour te montrer au laser. Et puis je pense que le deuxième que je vais faire sûrement en off, ce sera pour encadrer mon trophée de YouTube. Tu sais que j'ai vu le trophée des 100 000. Là il y a deux écoles. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont laisser le même espace de l'épaisseur du cadre. Et bien si par exemple là ça fait 2 cm, ils vont laisser 2 cm. Il y en a qui mettent 5000, 1, etc. Moi c'est toujours pareil, les trucs comme ça, j'y fais un peu à l'œil comme j'ai envie. Comme là pour le trophée, j'ai décidé de laisser 1 cm de chaque côté tout le tour. 2, j'ai peur que ça fasse un petit peu gros. Et puis bah bien sûr, le cadre une fois qu'il sera fini, je t'en parlerai, mais bah t'en fais ce que tu veux, tu le vernis, tu peux même le peindre d'une autre couleur, blanc, bleu, noir, ce que tu veux. Donc voilà, la machine est prête, mais on va pas y faire ce soir, parce que la patronne vient juste de sortir de l'atelier pour me dire à la soupe. Donc on finit ça demain. Allez go. Bon, on se retrouve le lendemain matin. J'ai allumé le poêle, j'ai fait le petit café. Ce qu'on va faire tout de suite, bien, c'est qu'on va faire les coupes à 45 pour l'assembler. Donc j'ai déjà pris mes codes, j'ai préparé ma machine, c'est parti. Ok, donc on se retrouve avec nos cornières qui ont été coupées à 45 degrés. Donc maintenant on va pouvoir les assembler. Donc pour ça pareil, on va faire coller, clouer. Voilà, donc là, une petite pointe dans chaque angle, c'est nickel. Je vais juste commencer à essuyer un petit peu sur tous les angles extérieurs. Et puis la colle qui a débordé sur l'établi. Et avant de continuer d'essuyer, je vais pouvoir mettre en place mon système de serrage. Donc là, il existe plein de choses. Il existe des presses à cadre et tout qui sont parfaitement faits pour. J'ai découvert ce système qui est très simple et qui est quasiment gratuit. Et c'est un bichon qui me l'a envoyé. Donc tu vois, en fait, tu fais des petits ronds. Donc tu prends une scie cloche, tu fais des trous de scie cloche, tu récupères le centre éventuellement. Ou tu fais un rond à la scie sauteuse. Tu vois, et après tu fais une petite encoche à 45 degrés. Comme un Pac-Man. Tu viens mettre ça dans chacun des angles. Et avec une sangle, tout ce qu'il y a de plus standard, hein, eh bien, on va venir sangler le cadre. Et on va pouvoir comme ça le serrer. Et donc bah voilà, ça nous évite de mettre des serre-joints. Et quand on fait des cadres, et bien c'est bien pratique. Et puis on passe à l'étape suivante. J'ai décoffré mon cadre, il est sec, il est collé, c'est nickel. On va pouvoir y mettre un petit coup de ponçage. Là c'est pareil, vous faites comme vous voulez en fonction de ce que vous avez, de vos moyens, de votre matériel. Ça peut être fait avec tout un tas de types de ponceuses. Moi vraiment la ponceuse que je préfère utiliser pour ça, c'est une Delta. Donc là c'est une Festool. On va d'ailleurs bientôt vous la présenter sur Bichon TV parce qu'on la trouve extraordinaire. Ça peut être fait avec n'importe quelle ponceuse Delta de n'importe quelle marque. Une ponceuse Delta, c'est une ponceuse qui a un patin triangle et donc le gros avantage, eh bien, c'est que tu peux aller sans aucun problème dans tous les angles, voilà. Donc souvent ce sont des ponceuses vibrantes. J'aime bien aussi ce type de finition parce que ça reproduit un ponçage manuel.
Donc là, je vois que mon abrasif a bien morflé. Dessus, moi, j'y monte des abrasifs Mirka, pareil. J'ai rien à vendre, comme d'habitude. Toi, tu fais comme tu veux. Si toi, tu as des abrasifs Festool ou des abrasifs de GSB ou quoi que ce soit, tu mets ce que tu veux. Moi, j'adore les Mirka parce qu'ils sont micro-perforés et donc ils s'encrassent quasiment pas. Il y a une surface d'absorption des poussières parce que je vous conseillerais toujours systématiquement de brancher un aspirateur dessus, et bien qui est bien meilleur. Donc, je change l'abrasif et on y met un petit coup de ponçage. Donc, la première phase de ponçage est terminée. Maintenant, en fonction de la qualité de votre finition, en fonction de la qualité du bois que vous aviez pris, en fonction de vos assemblages, vous allez peut-être avoir besoin de mettre un petit peu de mastic. Donc moi, vous connaissez maintenant, j'utilise ça parce que j'en ai essayé des dizaines et c'est vraiment ce que je préfère. On va le faire tout de suite, donc c'est très rapide. J'ai pas beaucoup de défauts, mais je vais simplement reboucher un petit peu, tu vois, les trous des pointes. Donc là, l'avantage, c'est que ce mastic, il sèche très vite et il va bien. Moi, je l'aime bien. Donc après, pour la finition, c'est vous qui verrez. Soit vous pouvez le laisser couleur bois et puis, comme je vous disais, le vernir. Là, on verra, on le peindra peut-être. On va peut-être peindre le cadre parce que j'aime bien aussi les peindre. Dans tous les cas, même si vous le laissez pour le vernir, moi, je vous conseille toujours de peindre le fond, donc ça, d'une couleur plutôt sombre. Donc si vous avez un noir, un gris, un anthracite, même des fonds de peau ou un coup de bombe de peinture, ça va très bien. Hop, ça c'est bon. Ce que j'ai fait entre temps, c'est que j'ai préparé également d'autres tasseaux. Donc c'est avec les chutes des planches que j'avais délignées et je les ai surtout retouchés en épaisseur avec la raboteuse. Pourquoi? Parce que ces tasseaux vont me servir à décoller mon fond et à donner un effet de profondeur. Donc par exemple, je vais les mettre comme ça. J'ai déduit l'épaisseur de mon plateau final à l'épaisseur, à la hauteur de mon cadre pour vraiment donner l'impression que le panneau que je vais mettre dedans flotte. C'est ça, c'est vraiment l'utilité de la caisse américaine. Là, il faudrait surtout pas, après c'est à vous de faire vos essais et de faire ce qui vous plaît le mieux, mais ça n'a aucun intérêt de faire un cadre comme ça et de venir plaquer la toile au fond, sauf si la toile fait la même épaisseur que le cadre, enfin la toile ou le cadre. Moi, de mon côté, ce que je vais mettre, ce qu'on a dit, ce que j'allais mettre, ça va être du contreplaqué chêne. Donc le contreplaqué chêne, c'est un contreplaqué standard, sauf que les faces extérieures, tu vois, ça s'en est, sont plaquées avec une essence noble, donc il existe du chêne, il existe plein de choses. Et l'avantage, c'est que ça nous évite de mettre un vrai bout de chêne. Et puis, ça reste quand même très joli. Et je vois bien que là, hop, je suis à fleur nickel de partout. Donc, quand je vais venir coller, clouer, une fois que ce sera sec, j'aurai remis un petit coup de ponçage. Je vais venir coller, clouer ces deux tasseaux derrière qui vont pas se voir. Et je vais venir ensuite coller ou visser par derrière ou quoi que ce soit mon cadre qui va se trouver comme ça. Donc à cette étape, pour l'instant je peux rien faire puisqu'il faut que j'attende que ça sèche. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller préparer, couper mon bout de chêne, de CP chêne. Donc c'est-à-dire que si je coupe un bout de bois qui fait 24,1 par 41,7 et que je le mets centré sur ma caisse américaine, normalement tout le tour j'aurai 1 cm de vide. Maintenant, c'est que je vais ouvrir un petit peu les pores du bois avec une petite brosse, donc creuser un petit peu les veines et je vais comme ça pouvoir venir appliquer avec du Rubio une céruse blanche. Donc en gros, une céruse, c'est quoi? Une céruse, c'est on va teinter plus les veines du bois que les parties plates. C'est pour ça qu'il faut les ouvrir un petit peu, ouvrir un petit peu les pores, les brosser un petit peu. Et comme ça, ça va donner un côté ultra classe, ultra badass. En sachant que une fois qu'on aura fait la gravure laser, on va y remettre un petit coup de ponçage par-dessus, très léger au 180 pour enlever un petit peu
non pas le brûler, mais pour enlever un petit peu les traces de chauffe. Et donc du coup on va venir rééclaircir la céruse, et celle-ci elle sera très discrète, mais beaucoup plus discrète que tout de suite avant de graver. Mais c'est pas grave parce que l'aspect du coup il est quand même super beau. Allez, on fait ça. Tu vois, je gratte juste, il n'y a pas besoin non plus de monter debout dessus. Et en fait, le fait de gratter, eh bien, ça va venir m'enlever les parties du bois qui sont plus fragiles. Et donc, on voit bien que là, c'est pas gratté. Et là, c'est gratté. Et donc, on voit bien déjà qu'ici, le veinage, il sort beaucoup plus ici que là. On va y mettre un coup de soufflette pour pas faire de la merde. Donc là, moi, pour ça, le Rubio, je trouve que c'est quasiment ce qu'il y a de mieux. Il y en existe 150 sortes. Pour ça, je prends le Rubio, le Fleur de coton. Voilà. Donc, le Rubio, tu connais la musique. Tu prends une éponge, t'en mets sur l'éponge. Et là, tu vois, j'en mets quand même pas mal. Parce que il va vraiment falloir que je le fasse rentrer dans les veines du bois. Donc là, déjà, on peut déjà voir que ça rentre bien. Après, c'est vraiment visuel. C'est vraiment à l'œil qu'il faut voir. Voilà, donc là le Rubio c'est facile, on l'applique à saturation, on se prend pas la tête. Une fois que c'est appliqué, on va venir prendre un chiffon, un tissu, prenez ce que vous voulez, un sopalin, et on va enlever le surplus. Alors faut pas trop attendre, là j'aurais quand même le temps de boire un café, mais je veux dire faut pas attendre 2-3 heures. Hein. Le mieux, tu vois, moi j'ai pris l'habitude de le faire tout de suite. Et là, on voit bien que la céruse, elle est parfaite. L'effet, il est super beau. Enfin, moi, en tout cas, j'adore. L'autre avantage du Rubio, et pour moi, c'est un des meilleurs avantages, c'est que là, c'est sec. Donc, si tu veux, je suis pas obligé de me palucher des délais de séchage interminables. Et voilà un petit peu le résultat. Donc, on voit bien que là, c'est super beau. C'est super joli. On a un chêne cérusé, alors qu'en fait, c'est un contreplaqué. Donc là, notre cadre est prêt. On a mis du mastic dessus. On attend que ça sèche pour y régrainer un petit peu. Et puis pour pouvoir venir fixer les deux tasseaux qui vont tenir donc notre planche. Notre planche est faite, elle est rubiotée. On a donc les dimensions finales. Ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve maintenant au bureau, sur le logiciel. Et puis, je vais vous montrer un petit peu la préparation du fichier de gravure laser. Et puis ensuite, on gravera. Alors là, du coup, ce que j'ai décidé, c'est que je vais faire un petit cadre, un petit panneau pour mon copain Romain Finet qui va venir la semaine prochaine chez moi m'aider, m'installer les climatisations de la maison, pour le remercier. Et puis parce que comme ça, je sais que c'est un bichon depuis longtemps, on s'entend bien, on se connaît bien, on est potes depuis longtemps. Donc voilà, ça lui fera un joli petit cadeau. Donc on va essayer de lui graver son logo et puis sûrement un petit bichon, un petit YouTube, un petit truc. Donc on va voir pour essayer de préparer un petit fichier. Donc on se retrouve là-haut au bureau. Alors on se retrouve comme convenu sur Illustrator. J'ai déjà chargé le logo du collègue Romain qui me l'a envoyé sous format AI. C'est l'idéal, je l'ai déjà vectorisé et j'ai fait déjà quelques petites retouches dessus. Je vais déjà commencer par créer un nouveau document donc aux dimensions de ma planche. Donc je mets 241 par 417 mm. Une fois que c'est tout bon, j'appuie sur créer. Donc je prends le fichier que j'avais déjà préparé avec son logo. Ce que je vais faire ensuite, c'est que je vais venir insérer un logo YouTube. Donc là on est sur une image JPEG que j'ai récupérée et j'importe le logo des bichons, donc le fameux bichon que vous reconnaissez sur toutes les vidéos. J'essaye à peu près de le mettre en place et j'essaye d'étirer un petit peu chaque chose, de faire un petit peu une mise en page rapide sans trop me prendre la tête. Et donc je vectorise. Alors là je vectorise le logo YouTube par défaut. Je trouve c'est ce qui va bien. Pour la plupart des images simples, ça me donne des bons résultats. Je passe maintenant à mon texte. Donc là je vais marquer un truc tout simple, Team Bichon. Voilà, c'est marrant, c'est cool. Je vais l'agrandir, donc je vais choisir une police déjà qui correspond. Voilà, un truc un peu cool. On va l'agrandir à la bonne taille. Et là aussi, on va essayer plus ou moins de tout centrer, de tout mettre nickel. Une fois que c'est bon, je vectorise aussi. Donc vectoriser, dissocier le titre. Pareil pour le logo du bichon. Donc en gros, je transforme l'image normale en image vectorielle, c'est-à-dire en image qui va pouvoir être utilisée sur tous les supports. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais nettoyer les caches. Donc c'est-à-dire que sur la colonne de droite, là, vous voyez, il y a tout un tas de tracés
mais avec rien dedans. Alors là, faut faire attention quand vous faites ça parce que des fois on a l'impression qu'il y a rien dedans et puis en fait il y a des bricoles. Donc moi je les sélectionne et je fais supprimer, et à chaque fois quand j'appuie sur le bouton supprimer, je regarde bien mon dessin pour être sûr et certain qu'il n'y a pas trop de choses qui se barrent et de me retrouver à la fin avec des choses qui manquent. Mais bon, après on corrige, on refait, on s'adapte. Et puis pour moi aussi c'est un peu nouveau, donc je connais un peu Illustrator. L'utilisation de ce genre de choses pour des graveuses ou pour des CNC, c'est un peu nouveau, donc j'en apprends tous les jours. Et là j'ai absolument pas la science infuse, c'est pas un tuto, je vous explique juste un petit peu la marche à suivre pour laquelle je procède. Donc une fois que ça c'est tout bon, je vais faire exporter sous. C'est important de pas faire enregistrer sous sur Illustrator, donc on fait exporter sous, et donc là on va lui mettre un titre. Donc là je vais mettre n'importe quoi, je vais mettre TPF cadeau. Voilà, c'est un cadeau pour mon pote Romain de son entreprise, elle s'appelle TPF, donc je mets ça, je m'y reconnaîtrai. Et là je fais bien un enregistrement en SVG. Donc SVG, je touche pas les réglages, c'est parti, ok. Maintenant on va ouvrir Lightburn. Donc Lightburn c'est le logiciel de pilotage du laser, ça a rien à voir avec Illustrator, c'est plutôt ce qui va permettre au laser de savoir un petit peu ce qu'il a à faire. Donc la première chose que je fais toujours, c'est que je fais un carré ou un rectangle de la taille de ma planche. Donc là c'est pareil, je rentre les dimensions de ma planche pour donner un point de référence au laser. Et donc ensuite je lui dis, avec tous les petits carrés de couleur qu'il y a en bas que vous pouvez voir, je lui dis que ça ce sera un cadre qui a rien à faire, c'est juste un repère qu'il a. Et vous pouvez voir sur ce cadre, il y a un carré vert en haut à gauche, ça c'est le point de départ du laser. Une fois que ça c'est bon, je vais aller chercher mon fichier, je vais l'importer, donc je l'importe en SVG, il vient se mettre sur mon dossier. Donc là bon, je regarde un petit peu parce que des fois j'ai des trucs à reprendre. Donc là comme tu vois par exemple la cheminée, elle était pas vraiment fermée, le dessin est un peu pourri, donc bon je la recoupe, je la refais vite fait. Voilà, alors là encore une fois c'est un cadeau que je fais pour remercier mon pote. Moi je fais pas du tout de projet de gravure pour des clients, mais si c'était un projet de gravure pour les clients, là ce serait très important de pas modifier, de pas prendre la liberté de modifier le logo sans voir avec lui, bien sûr, parce que lui s'il a dessiné la cheminée tordue, il veut peut-être que sur sa gravure la cheminée soit tordue quoi. Donc bon, là j'essaye de regarder un petit peu, je fais un aperçu un petit peu, je vois la gueule que ça va avoir à la gravure, ça m'a l'air nickel. Dans la case en haut à droite, on peut voir que j'ai indiqué que tout mon dessin, tout mon tracé était sous forme de remplissage. Donc vous pouvez voir qu'en dessous de la ligne du cadre, il y a une ligne remplissage, et donc là j'ai rentré des valeurs prédéfinies par rapport au tableau de test qu'on a fait justement pour ce contreplaqué chaîne. Donc là je sais que quand je grave à une vitesse de 120 par seconde et à une puissance de 20, eh bien ça me donne relativement des bons résultats. Donc voilà, ça c'est juste pour te dire. Alors bien sûr des projets comme ça, des fois il y a 25 lignes de différence, mais là je vais faire que du remplissage, je vais pas me prendre la tête. Une fois que c'est bon, je fais enregistrer RD Files, ça part sur la carte, sur la clé USB, et on se rejoint tout de suite sur le laser. Donc j'ai la clé USB, le fichier c'est nickel, je vais aller vous montrer tout de suite comment le charger. Dès que ce sera chargé, je vais mettre l'appareil sur trépied. Comme ça, vous pourrez voir un petit peu la progression du laser. Et puis pendant ce temps, je vais le faire en off parce que maintenant, tu es bien conscient que toutes les étapes quasiment sont terminées. Je vais poncer un petit peu tout le mastic que j'avais mis. Et puis, je vais venir mettre les deux tasseaux que je vais simplement coller, clouer de chaque côté. Voilà. Donc ça, je t'explique, t'as pas bien besoin d'y voir. Allez, rendez-vous vers le laser. On se retrouve donc au laser, j'ai ma clé USB que je viens enficher dans le bon port. Je démarre le laser et donc là le laser va faire déjà une opération de calibrage. Donc il repart tout de suite à droite dans l'angle et il revient. Donc là il y a une petite lumière rouge que je peux allumer ou éteindre. Dès que c'est tout bon, je prends ma planche et je vais venir la mettre dans le fameux gabarit que je t'ai montré tout à l'heure. Donc je la mets bien dans l'angle. Et même si la pièce ne bouge pas, moi j'ai pris l'habitude de venir la caler quand même avec des chutes de bois, histoire qu'elle ne se décale pas avec les vibrations. Je charge ensuite le dossier, donc pour ça, ça se passe sur la console centrale. Je vais chercher le fichier sur la clé USB. Une fois que j'ai ce fichier, je l'envoie vers la mémoire interne du laser. Et quand c'est tout bon, voilà, bah là c'est impeccable, c'est chargé. Et j'aurai plus qu'à appuyer sur Start Pause. Juste avant, je vais calibrer la hauteur de mon faisceau laser pour que le focus de mon point d'impact soit bon. Pour ça, donc, il nous donne une petite cale. C'est cette petite cale en
en acrylique là qui nous donne, et donc je mets toujours mon laser au milieu de ma planche et je me débrouille pour que la petite planchette passe juste dessous. Faut que ça accroche légèrement et c'est impeccable. Donc voilà, une fois que c'est bon, bien j'appuie sur entrée et le programme se lance et la gravure démarre. Je vous laisse en profiter. C'est toujours très beau, surtout en accéléré, parce qu'un projet comme ça dure à peu près 15-20 minutes minimum, et on se retrouve tout de suite à l'atelier. Ok les gars, donc la gravure s'est bien passée, voilà le projet. En sachant que, bon bah bien sûr, on pourrait améliorer tout un tas de choses, on aurait pu rajouter des froufrous, tu vois là le radiateur on aurait peut-être pu le centrer un petit peu plus, mais bon dans l'ensemble c'est quand même relativement propre. Et là tu vois la gravure, c'est encore pas fini, enfin la gravure est finie mais la préparation n'est pas finie parce que c'est sale. Quand ça a gravé, ça a créé des points de chauffe, tu vois, ça a créé de la poussière, etc. Donc on va y passer un tout petit coup de ponçage mais avec du grain très fin, juste pour dire grainer vraiment léger. Alors ça va estomper un petit peu la céruse, c'est ce que je te disais au début, mais c'est pas grave parce que ça va quand même garder un petit cachet. Et puis après on va y mettre un petit coup de soufflette et ça va devenir nickel. Donc là les gars, j'y fais à la cale à poncer, tu vois, je suis sur du 400. Donc là on est nickel. Maintenant, on va pouvoir s'occuper du cadre. Moi, j'ai décidé de le peindre en bleu parce que on a un joli bleu Bichon TV que nous on aime bien. Bah tu vois, voilà, c'est celui-ci. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai déjà juste mis une couche de fondure. Donc j'avais un fondure qui restait. J'ai mis une couche de fondure. L'avantage c'est que ça sèche très vite et puis que ça bloque un petit peu le support. Donc généralement la peinture, elle se comporte un petit peu mieux derrière. Puis je suis pas obligé d'en mettre 28 couches. Donc on va faire ça à la bombe. Moi j'utilise ça, c'est pareil, c'est des gars qui nous avaient envoyé du matériel pour tester un peu. Illicolor, ils ont un gros avantage, c'est que tu les appelles et ils peuvent te faire des bombes de peinture à tous les nuancirales que tu veux. Donc tu lui dis je veux le numéro, je sais pas, 2460, ok, pas de problème. Donc avec, tu vois, ils nous ont filé une petite poignée pistolet, ce qui est pas mal, ce qui va même carrément bien. Et on va déjà mettre une bonne couche ensemble. Bon les bichons, je vais attendre que ça sèche, je mettrai la deuxième couche en off et puis on se reprendra au moment de fixer le petit panneau dans la caisse américaine. Yeah. C'est tout bon là, ça a déjà bien séché, mon panneau est prêt, tout est prêt. Donc j'ai trouvé une vieille cartouche de silicone colle, on va y faire à la colle, on aurait pu y visser par derrière, machin, tu fais comme tu veux. Tous nos pistolets sont en haut sur le chantier, j'ai la flemme. Donc on va y faire à l'ancienne, on met un peu de gougne, donc ça c'est des colles extra puissantes. Donc j'ai pris une petite cale de bois pour lisser, là je te montre comme ça. Après toi, c'est toi qui le vois si tu décides de le coller ou pas quoi. Voilà, ça c'est bon. Et donc on va prendre notre panneau et on va venir le poser. Donc il va se coller. Attends, là on peut l'enlever du support. Tiens, tu vois, pour peindre, moi je me fais des petits supports. Donc tu vois, c'est juste un carré de bois avec une vis ou une pointe. Et du coup, ça va bien. Hop, hop, hop. Et on va venir le disposer parfaitement. Alors là c'est pareil. Si t'es comme moi, t'as l'œil, et t'y fais à l'œil. Si t'as l'œil qui est tout tordu, eh bien il faudra prendre des cotes. Et voilà, on a fait un petit trophée. J'attends que ça sèche et puis je te reprends pour le petit mot de la fin. Je suis plutôt pas peu fier du résultat. Ah puis tiens, une fois que ce sera sec, on viendra y mettre un petit crochet derrière pour que le collègue il puisse y accrocher chez lui. Voilà, une pièce unique, vite fait, bien fait. Bon voilà les bichons, j'ai fait mes deux petits trophées. Alors celui-ci je l'ai fait en off, comme je te l'ai déjà dit, c'est un trophée de YouTube, donc je suis plutôt fier de l'avoir reçu, mais je l'ai reçu il y a au moins 1 an et demi, et je m'étais toujours dit je vais y faire un cadre, et puis il était resté dans sa boîte, donc du coup voilà, c'était l'occasion de faire un cadre aussi. Et puis le cadeau pour le collègue qui va venir nous installer la clim. Voilà, j'ai fait ça donc pour 2 raisons, pour vous montrer
d'abord un petit peu les possibilités de tout ce qu'on pouvait faire au laser. Enfin, de tout ce qu'on pouvait faire. D'une des 50 choses qu'on peut faire au laser. Donc vous voyez que ça peut avoir des rendus assez sympas. Et puis aussi pour vous montrer comment faire une caisse américaine. Parce que là, bah, c'était un truc gravé, mais ici, bah, on voit bien que tu vois, j'ai encastré ça, mais ça pourrait être une toile, un tableau, n'importe quoi, voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu, comme d'habitude, que ça vous aura inspiré, que ça vous aura donné plein de super bonnes idées. Et puis bah après c'est à vous de laisser aller votre créativité. Comme je vous l'ai montré, moi j'ai fait ça avec mon matos. Mais bien sûr bah, je vous expliquais avec le système des tasseaux que vous pouvez trouver en GSB que ça peut être fait avec un minimum de matériel réduit, très réduit. Même si vous n'avez pas de scie à onglet, une boîte à onglet peut faire l'affaire avec une scie à main. Et que des fois il n'y a pas besoin d'avoir des milliers d'euros de matos pour pouvoir arriver à sortir des choses un peu cool, un peu badass. Moi j'ai du matos donc je m'en sers, mais le but de cette chaîne, c'est de t'inspirer et de te motiver et de te montrer que bah voilà, avec un petit peu d'imagination, on peut faire des trucs un peu sympas. Si ça t'a plu, bah écoute, comme d'habitude, tu peux laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Oublie pas le pouce bleu, abonne-toi si t'es pas encore abonné. Comme d'habitude, soyez créatifs, faites de votre mieux et si possible, du bon boulot. Allez, yeah! Posé au mur ici, on va avoir une unité qui va aller pour alimenter en haut tout l'espace vie du deuxième étage. Le ventilo-convecteur il va être là, on va carotter la partie bois avec une scie cloche à bois et on va carotter la façade avec la carotteuse. Il n'y a pas de bois. Ah c'est pas du bois ça? Non, c'est du staff. Non mais c'est des staffs que vous avez mis. Ah ouais, ouais. J'ai cru que c'était des bois. Non, ça c'est du staff ça. Vous êtes des fous. Bon alors du coup Fabien, vous avez fait quoi là-haut? Là-haut, on a scellé le conduit pour tirer le bois sous cet après-midi. C'est pas grave, vas-y, fais-la. J'y vais.